Dans cet épisode de Cruauté en face, nous allons plonger dans une affaire où l'amour, la trahison et la violence ont conduit à une issue tragique. Une jeune femme, mère dévouée et professionnelle respectée, a vu sa vie brutalement interrompue par celui en qui elle avait placé toute sa confiance. Avant de commencer, une nouvelle vidéo est disponible sur ma chaîne secondaire Cruauté en face story. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder, à vous abonner et à commenter. J'y publie 1 à 2 vidéos par semaine, alors ne manquez rien. Nous pensons souvent que les liens du mariage sont sacrés, qu'ils protègent et unissent. Mais parfois, ces liens deviennent des chaînes, et l'amour se transforme en piège mortel. Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire révèle comment une relation apparemment parfaite peut dissimuler des vérités terrifiantes. Je suis Genéza, et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment une femme a été trahie de la manière la plus impensable. Préparez-vous, car même les serments les plus sacrés peuvent cacher les intentions les plus sombres. Luz Maria del Rocio López Morales a vu le jour le 17 mai 1995 à Guatemala. Et ce jour-là, ses parents, Ada Morales et Byron López, l'ont accueillie avec tout l'amour du monde. Mais l'euphorie a vite viré à l'angoisse. La petite ne supportait pas le lait, elle rejetait tout ce qu'elle avalait. Paniquée, Ada et Byron ont fait le tour des médecins. Finalement, un diagnostic est tombé. Lucita, comme ils l'appelaient tendrement, avait le pylore obstrué et devait être opérée. À seulement 45 jours de vie, la minuscule Luz Maria a donc subi sa première chirurgie. Et bonne nouvelle, elle s'en est sortie comme une championne. Ce cap franchi, ses parents se sont remis à rêver. Ils espéraient que leur fille grandirait libre, indépendante, et qu'elle réaliserait tous ses rêves. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Luz Maria a démarré sur les chapeaux de roue. Elle a marché à 9 mois, a parlé à 1 an, un vrai modèle de précocité, enfant sérieuse, calme, studieuse. Elle s'est passionnée très tôt pour le ballet. Et ce n'était pas juste un passe-temps du mercredi. Non, elle s'entraînait dur. Et chaque fois qu'elle montait sur scène, ça se voyait. À 17 ans, diplôme en poche, elle a intégré l'université pour étudier la criminalistique. Oui, rien que ça. Et elle n'a pas chômé. Entre la Guatemala natale et des stages à l'étranger, elle a continué à se former. C'est au milieu de tout cet avenir prometteur que Jorge a débarqué. Un jeune homme qui allait lui retourner la vie. Pas vraiment dans le bon sens, vous l'imaginez. Ils ne fréquentaient pas les mêmes cercles, ni même la même fac. Leur rencontre, un pur hasard. En août 2017, Luz Maria avait accompagné sa mère pour l'achat d'une moto pour son frère Omar. Et c'est Jorge, vendeur dans le concessionnaire, qui les a reçus. Luz Maria a laissé ses coordonnées. Et à peine rentré, Jorge s'est mis à lui envoyer des messages. Mais pas pour parler de la moto, hein? Non! Monsieur avait d'autres projets. Elle l'a trouvé séduisant. Il est tombé sous son charme. Quelques semaines plus tard, ils se sont mis en couple. Et avant même que l'année s'achève, ils se sont mariés. À quelques jours du mariage, le premier pépin a surgi. L'hôtel qui devait accueillir leur réception a annulé leur réservation. Jorge, pas question de retarder son grand jour, a dégainé son téléphone et a dégoté une salle en urgence. Concernant Jorge avant toute cette histoire, eh bien, pas grand-chose à dire, sauf que d'après la famille de Luz Maria, il était aussi bavard qu'une tombe, et parfois carrément bizarre. Très vite, elle est tombée enceinte. Leur petite fille, Alice, est née. Sauf que, côté finance, c'était la cata. Aucun des deux n'avait de travail. Ils ont donc emménagé chez la famille de Jorge. Et là, disons-le franchement, ce n'était pas la Dolce Vita. Un jour, lors d'une visite, Luz Maria a confié à sa mère qu'elle voulait revenir vivre chez elle. Parce que, tenez-vous bien,
Chez son beau-père, on lui servait un seul plat par jour. Oui, un. Pour une jeune maman qui allaitait, autant dire que ça frisait le crime nutritionnel. À cela s'ajoutait une ambiance délétère. Elle n'était pas seulement ignorée, elle était ouvertement maltraitée par toute la belle famille, y compris Pablo, le frère de Jorge. Celui-là, un jour, a carrément balancé la petite baignoire de sa fille en pleine figure à Luz Maria. Sympa, non? Tout ça est arrivé le jour où Luz Maria avait donné son bain à sa fille. Elle avait laissé la petite baignoire en plastique dans la salle de bain. Rien de bien méchant. Sauf que Pablo, ce charmant personnage, est entré pour utiliser les toilettes. Il est tombé sur la baignoire et il a vu rouge. Furieux, il a balancé la baignoire. Luz Maria a tenté de protéger sa fille, mais la baignoire l'a heurtée elle aussi. Un grand moment de classe, vraiment. Après avoir raconté tous ces incidents à sa mère, une décision s'est imposée. Luz Maria devait rentrer chez ses parents avec sa petite Alice. En octobre 2020, un vent d'espoir a soufflé. Luz Maria a décroché un poste au ministère public comme technicienne en investigation criminelle. Elle a été affectée au programme Modèle d'attention intégrale pour l'enfance et l'adolescence, le MAINA, où elle venait en aide à des enfants et adolescents victimes de violences, un travail aussi dur que noble. À ce moment-là, Luz Maria et Jorge ont décidé de louer une maison dans la colonie Las Ojorascas, zone 1 de Misco. Elle a même réussi à acheter une voiture, une petite victoire personnelle. Quant à Jorge, il est resté fidèle à lui-même, toujours au chômage. L'idée, c'était qu'il utilise la voiture pour faire du transport de passagers. Oui, c'était le plan, sur le papier, mais dans la vraie vie, rien n'a vraiment changé entre eux. Luz Maria a tenté, à plusieurs reprises, de le quitter. Ses crises de jalousie maladive rendaient la vie commune insupportable. Le 9 décembre 2020, après une énième dispute, Luz Maria a débarqué chez ses parents en larmes. Elle conduisait la voiture qu'elle avait durement achetée. Mais elle était tellement bouleversée qu'elle n'a même pas réussi à se garer correctement. C'est son frère qui a dû manœuvrer pour elle. À l'intérieur, elle a tout déballé. Les disputes, la peur, l'envie urgente de revenir vivre avec eux. Et puis, elle leur a confié quelque chose d'encore plus glaçant, la fracture qu'elle avait prétendu être un accident quelques mois plus tôt. En réalité, c'était Jorge qui la lui avait infligée pendant une altercation. Cette fois-là, elle semblait décidée. Elle ne voulait plus jamais remettre les pieds avec lui. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, 8 jours plus tard, Jorge a débarqué chez ses beaux-parents. Il a sorti son plus beau numéro. Les promesses, les larmes, les « je vais changer », tout le kit du parfait manipulateur. Il a juré que tout irait mieux, qu'ils seraient enfin une vraie famille. Luz Maria a décidé de croire Jorge. Oui, malgré tout. Mais évidemment, avec les jours, la situation est redevenue exactement comme avant. Même pas un mois de répit. Le nouvel an est passé. Et les galères financières, elles, sont arrivées en force. Le 18 janvier 2021, Luz Maria, le cœur en miettes, a appelé sa mère. Elle lui a avoué qu'elle n'avait même plus assez d'argent pour acheter un simple biberon de lait pour sa fille. Évidemment, Ada, affolée, n'a pas réfléchi une seconde. Elle lui a dit de venir chercher le lait le lendemain chez elle. Elle allait l'acheter pour sa petite fille. Point final. Sauf que le 19 janvier, elle n'est jamais venue. Même dans la détresse, même avec sa fille à nourrir, elle n'a pas montré le bout de son nez. Ada l'a appelée, lui a envoyé message sur message, mais aucune réponse. Le genre de silence qui vous colle une boule au ventre. Et puis, après quelques heures d'angoisse, des réponses sont arrivées depuis le téléphone de sa fille. Sauf qu'au fond,
Elle l'a senti tout de suite. Ce n'était pas sa fille qui écrivait. Non, quelque chose clochait. Le lendemain, le 20 janvier, en plein après-midi, Jorge a débarqué au Maina, là où travaillait Luz Maria, pour demander si quelqu'un l'avait vue. Personne ne l'avait aperçu ce jour-là. Personne. Et comme dans une mauvaise série B, il a ensuite appelé sa belle-mère pour lui annoncer que Luz Maria avait disparu, qu'elle ne répondait plus, et qu'elle avait sûrement été kidnappée. Drôle de réflexe, non? Ada, elle, a immédiatement senti que quelque chose puait sérieusement dans cette histoire. Elle s'est rendue en urgence au bureau de sa fille, et là, confirmation du pire. Luz Maria n'était jamais venue travailler ce jour-là. Paniquée, la famille a signalé sa disparition. Une alerte Isabel Claudina, ce dispositif d'urgence pour femmes disparues au Guatemala, a été déclenchée. Dans cette alerte, il était précisé que Luz Maria avait 25 ans, que la dernière fois qu'on l'avait vue, c'était entre la 6e avenue et l'avenue Siméon Cañas, dans la zone 2 de Guatemala, qu'elle portait des vêtements roses et qu'elle avait 3 tatouages sur les bras et dans le dos. Luz Maria est ainsi devenue une des 172 femmes portées disparues depuis le début de l'année 2021. Et très vite, l'évidence a frappé tout le monde, même les enquêteurs les plus patients. Jorge, son mari, est devenu le suspect numéro 1. Le dossier n'allait plus être traité comme une simple disparition, mais comme un homicide. Le 22 janvier, les enquêteurs ont activé tous les dispositifs possibles pour tenter de la retrouver. Pendant ce temps, à quelques rues de là, des employés municipaux nettoyaient les égouts sur l'avenue Siméon Cañas, au nord de la ville de Guatemala. En soulevant une plaque d'égout, ils sont tombés sur l'horreur, un corps enfermé dans un sac plastique. La découverte a eu lieu à quelques mètres à peine du complexe où travaillait Luz Maria. Terrifiant. Très vite, la zone a été envahie par les forces de l'ordre. Mais, dans un premier temps, l'état de décomposition du corps était tel qu'il a été impossible de dire s'il s'agissait d'elle. Peu après, pourtant, Ada, sa mère, a pu reconnaître sa fille. La procureure générale, Consuelo Porras, a présenté publiquement ses condoléances. Ce n'était plus un simple fait divers, c'était un assassinat d'une des leurs. Selon l'autopsie réalisée par l'Institut national de médecine légale, INASIF, Luz Maria est morte étouffée, par strangulation. Dès lors, la machine s'est mise en marche. Les unités spécialisées de la police nationale civile, notamment celles chargées des féminicides, ont pris les choses en main. Première étape, dresser le portrait du couple Luz Maria, Jorge, fouiller les appels, scruter les caméras de surveillance, et là, tout est devenu limpide. Leur mariage n'était pas une histoire d'amour, c'était un cauchemar à huis clos. Amis, collègues, famille, tout le monde a confirmé la même chose. Jorge était un homme jaloux, possessif, violent. Il contrôlait absolument tout, avec qui Luz Maria parlait, à qui elle envoyait des messages, avec qui elle déjeunait. Il lui interdisait même de s'asseoir à la même table que ses collègues masculins. Plus d'une fois, il avait menacé ceux qui, selon lui, osaient s'approcher d'elle. Un vrai modèle de toxicité. Et ce n'était pas que de la pression psychologique. Non, depuis leur mariage, il avait aussi levé la main sur elle, régulièrement. Les parents de Luz Maria ont tout raconté dans les moindres détails, et très vite, les enquêteurs n'ont plus eu de doute. Il ne s'agissait pas d'une disparition accidentelle, ni même d'un coup de folie. C'était l'issue fatale d'une relation violente. En fouillant davantage, ils ont découvert des emails que Luz Maria avait écrits, où elle parlait clairement des maltraitances subies. Puis, il y a eu la perquisition au domicile conjugal. Une vision d'horreur. La maison était en pagaille, sale, lugubre.
En fouillant pièce par pièce, ils ont trouvé des fluides nasaux appartenant à Luz Maria, des traces de sang, des morceaux de chair brûlés. Oui, brûlés. Georges semblait s'être un peu trop intéressé aux cours de criminalistique de sa femme. Les parents de Luz Maria ont d'ailleurs confirmé que Georges passait des heures chez eux à feuilleter avidement ses livres de médecine légale, comme si, déjà, il cherchait des idées. Mais c'est dans le coffre de la voiture que l'indice décisif a surgi, des traces de sang de Luz Maria, la preuve matérielle, la confirmation. Depuis le début, tous les soupçons convergeaient vers Georges. Désormais, il n'était plus seulement suspect, il était leur meurtrier. Avec tous ces éléments accablants, le tribunal pénal de première instance, spécialisé dans les crimes de féminicide, n'a pas perdu de temps. Un mandat d'arrêt a été émis contre Georges. Son arrestation a eu lieu le 23 janvier sur la 15e avenue de la zone 1 de la capitale. Georges, 23 ans, a été formellement accusé d'être l'auteur intellectuel et matériel du meurtre de Luz Maria, classé comme féminicide. Et cette fois, pas de retour en arrière. Il a été placé en détention préventive. Pendant ce temps, la section féminine du ministère public poursuivait son enquête. Quelques heures après l'arrestation, Ada, la mère de Luz Maria, a pris la parole et ce qu'elle a révélé a glacé tout le monde. Elle a raconté qu'après la mort de sa fille, des voisins du couple lui avaient envoyé un enregistrement audio. Dans cet enregistrement, on entendait Luz Maria hurler à l'aide et, en arrière-plan, les pleurs déchirants de la petite Alice. Ada, effondrée, a lancé un cri du cœur. Elle a reproché aux voisins d'avoir préféré enregistrer la scène plutôt que d'appeler les secours, ou mieux encore, d'intervenir. Et là, devant l'endroit même où le corps de sa fille avait été retrouvé, elle a supplié « Si vous êtes témoin de violence, n'attendez pas, n'enregistrez pas, agissez ». Lors de cette veillée d'hommage improvisée, où la famille et des anonymes s'étaient rassemblés pour honorer Luz Maria, Ada a évoqué qui était vraiment sa fille, une travailleuse acharnée, profondément affectée par les affaires de violence sur lesquelles elle enquêtait. Luz Maria avait vu trop d'horreurs, trop d'enfants abusés, et parfois, quand c'était trop pour son cœur, elle s'enfermait seule dans son bureau, pour pleurer. Quelques jours plus tard, le 31 janvier, la colère a débordé dans les rues. Des centaines de femmes ont marché, scandant des slogans, brandissant des pancartes où figurait le visage souriant de Luz Maria et des phrases devenues des cris de guerre « Justice pour Luz Maria »,« Il nous manque Luz Maria, pas une de plus ». Le procureur des droits de l'homme du Guatemala a exprimé son inquiétude face aux chiffres alarmants de la violence envers les femmes. Mais malgré les discours, malgré les promesses, la lutte pour Luz Maria ne s'est jamais arrêtée. Des mois après son assassinat, à la mi-novembre, famille, amis et proches se sont rassemblés devant le centre de justice pour les crimes de féminicide. Ils ont brandi des pancartes frappantes. Sur l'une d'elles, un message brutalement clair. Le mien n'était pas un accident, c'était un féminicide. Depuis ce jour funeste, la famille de Luz Maria a affronté un véritable chemin de croix. Ils ont résisté, ils se sont battus inlassablement contre chaque obstacle, que ce soit des lenteurs judiciaires ou des manœuvres de la défense de Georges. Un exemple parmi tant d'autres, l'audience d'offre de preuves a été repoussée, non pas une fois, mais deux. Il aura fallu attendre le 17 décembre 2021, presque un an jour pour jour après le meurtre, pour que la procédure entre enfin dans sa phase intermédiaire avec l'offre officielle de preuves pour lancer le procès. Les enquêteurs du ministère public ont présenté un dossier accablant.
un exposé massif de preuves, de documents, de constats techniques. Pour démontrer l'innommable, Jorge avait frappé Luz Maria, l'avait brûlée, puis enveloppée dans du plastique, avant de la jeter dans un égout comme un vulgaire sac poubelle, un crime classé comme féminicide aggravé. Le ministère public a officiellement demandé l'ouverture du procès contre Jorge. Les avocats de la Procuraduría Générale de la Nation, qui représentaient la petite Alice, ainsi que le conseil juridique de la famille Lopez, ont tous soutenu cette requête. Et sans surprise, la défense de Jorge a tenté de faire diversion. Elle a demandé une nouvelle expertise médico-légale sur le corps de la victime, histoire qu'un médecin explique, comme si ce n'était pas déjà assez clair, la cause du décès. Elle a également réclamé la clôture provisoire du dossier et la mise en liberté de Jorge sous surveillance électronique. Mais c'est le témoignage d'Ada, la mère de Luz Maria, qui a mis tout le monde en silence. Elle a raconté que sa petite fille, oui, la fille de Luz Maria, avait assisté aux derniers instants de sa mère. Elle avait tout vu, tout entendu, les cris, la violence, l'impensable. Ada s'est battue pour obtenir de l'aide, pour protéger sa famille. Elle a affirmé que l'enfant savait très bien qui avait tué sa mère et que depuis, elles étaient toutes les deux menacées. La juge Mendez, en entendant tout cela, a tranché sans trembler. Les faits présentés par le parquet étaient cohérents. Le dossier tenait. Les accusations étaient fondées. Elle a reconnu la famille Lopez comme victime collatérale et elle les a officiellement admis comme partie civile, aux côtés de la Procuraduría Générale de la Nación. Et pendant qu'on y est, la juge a également rejeté la demande de la défense pour classer l'affaire. Définitivement non. Le procès aurait lieu. Elle a fixé la date, ce serait le 23 décembre, devant le tribunal de jugement des crimes de féminicide et violences sexuelles du département du Guatemala. Bien sûr, des retards sont venus perturber l'agenda, mais finalement, le 26 juillet 2022, le procès de Jorge a commencé. Dans la salle d'audience, Jorge se tenait à l'écart, dissimulé derrière un paravent en plastique. Impossible pour lui de croiser le regard des témoins, trop lâche pour affronter ce qu'il avait fait. Pendant l'exposé de la Fiscalia de Femicidio, le procureur Marlon Ordóñez a tout révélé, les détails, l'atrocité, le cauchemar. Il a décrit comment, le soir du 19 janvier, Jorge avait tué sa femme. Ce soir-là, une dispute, encore une. Mais cette fois, il est allé trop loin. Il l'a étranglée. Puis, il a traîné son corps dans le jardin. Dans un coin, il a versé de l'essence. Et il a mis le feu. Son plan, effacer toute trace, faire disparaître son crime dans les flammes. Mais il a échoué. Le feu a produit trop de fumée. Et la panique. Il a eu peur que les voisins appellent les pompiers, ou pire, la police. Alors, il a éteint les flammes, mais il était déjà trop tard. Le corps de Luz Maria n'avait pas entièrement brûlé. Il avait laissé des traces. Comme souvent, les bourreaux ne sont pas aussi malins qu'ils le croient. Après avoir éteint les flammes, Jorge n'en est pas resté là. Il a enveloppé le corps de Luz Maria dans du plastique, puis il l'a mis dans le coffre de la voiture qu'il partageait. Le lendemain matin, comme si de rien n'était, il est allé jusqu'au bâtiment où travaillait Luz Maria. Il s'est arrêté quelques minutes devant son bureau, juste assez longtemps pour donner l'illusion qu'il l'y avait déposé. Un petit théâtre macabre. Tout était calculé. Puis il a repris la route, a longé l'avenue Siméon Cañas, jusqu'à ce qu'il trouve le lieu, celui où il a décidé de se débarrasser du corps. Mais voilà, les experts de la police scientifique ne sont pas tombés de la dernière pluie. Autour de la maison, ils ont relevé des traces, des marques de traînées au sol et des résidus de combustion. Des prélèvements ADN ont confirmé ce que tout le monde redoutait. Jorge avait bel et bien brûlé sa femme. Le plastique utilisé pour recouvrir le cadavre, ce n'était pas n'importe lequel.
Les analyses ont révélé qu'il provenait du matelas du couple. Et même mieux, les enquêteurs ont retrouvé l'emblème de la marque encore imprimé sur le plastique. Preuve matérielle, glaciale, irréfutable. Mais ce n'est pas tout. Dans la maison, ils ont aussi découvert une portion de la corde. La même corde que Jorge avait utilisée pour ligoter le corps de Luz Maria avant de le jeter dans l'égout. Puis, l'arme ultime dans ce dossier, le téléphone de Luz Maria. Les enquêteurs ont accédé à ces données de géolocalisation. Et devine quoi? Ce téléphone n'a jamais quitté Jorge. Il l'a gardé sur lui tout du long. Tous les déplacements enregistrés correspondaient au lieu qu'il avait visité après le crime. La maison. L'endroit où il a abandonné le corps. La maison de ses proches qu'il a rejoint ensuite. Chaque lieu, chaque déplacement trahissait sa version des faits. Et les caméras de surveillance? Elles aussi ont parlé. Et ce qu'elles ont montré n'a fait que renforcer les accusations de la Fiscalia. Les images ont figé Jorge dans ses propres mensonges. Jusqu'au bout, la défense de Jorge a continué à clamer son innocence. Ils ont tenté de démolir les arguments de la Fiscalia, affirmant que l'enquête avait été bâclée, malmenée, et que Jorge, en bon citoyen exemplaire, avait lui-même lancé les recherches en se présentant sur le lieu de travail de Luz Maria le jour de sa disparition. Et puis, l'argument classique a surgi. Ce procès est trop médiatisé. Selon eux, la pression populaire, les médias, les marches, tout cela aurait influencé la justice, qui voulait à tout prix un coupable. Et tant pis si Jorge était innocent, mais au milieu de ces tentatives désespérées, la parole est revenue à ceux qui n'avaient jamais eu besoin de mentir. Ada a pris la parole. D'une voix tremblante mais ferme, elle a raconté l'enfer qu'ils vivaient depuis la mort de leur fille. Elle a évoqué la douleur de sa petite fille, cet enfant qui, chaque jour, demandait où était sa maman. Avec son mari, ils avaient tout tenté pour consoler l'enfant, pour étouffer son chagrin, sans jamais pouvoir lui rendre ce qu'elle avait perdu. Puis le père de Luz Maria s'est exprimé à son tour. Il a parlé de Jorge, sans détour, un homme violent. Il a raconté qu'en décembre 2018, après une énième gifle, ils avaient eu une conversation avec lui. Jorge avait juré qu'il allait changer. La bonne vieille promesse creuse. Rien n'avait changé. Il a aussi mentionné les contradictions dans les propos de Jorge. D'abord, il leur avait raconté qu'il avait laissé Luz Maria devant une boutique, près de son travail. Puis, quand l'audio glaçant des cris a circulé, il a inventé une toute autre version. Une version patchée, rafistolée, qui ne tenait pas debout. Les experts sont venus confirmer ce que l'intuition de la famille savait déjà. Luz Maria avait été étranglée. Les hématomes retrouvés sur son cou concordaient parfaitement avec une pression exercée par des doigts. Les siens. Son corps présentait des brûlures sur 80% de sa surface et elle avait reçu un violent coup à la tête alors qu'elle était encore en vie. Puis est venu le témoignage d'Omar López Morales, le frère de Luz Maria. Il a raconté avoir souvent entendu sa sœur dire que Jorge était trop jaloux, trop possessif, qu'elle n'en pouvait plus. Il a aussi parlé d'un détail resté en mémoire, les derniers messages reçus depuis le téléphone de sa sœur. Le 19 janvier 2021, vers 20h, une photo est apparue dans le statut WhatsApp de Luz Maria. Une image de sa voiture, accompagnée de 2 cœurs. Omar a réagi en écrivant que la voiture était belle. Et Luz Maria, du moins le croyait-il, a répondu en le remerciant, ajoutant qu'il aurait bientôt la sienne. C'était peut-être sa dernière illusion de normalité. Ou alors c'était Jorge, tentant déjà de manipuler les apparences. Mais il y a eu un détail qui n'a pas échappé aux frères de Luz Maria.
Il a trouvé étrange que les messages qu'il recevait depuis le téléphone de sa sœur comportaient de la ponctuation, des virgules, des points. Or, Luz Maria n'en mettait jamais. Et il le savait, ce n'était pas elle qui écrivait. Le lendemain de sa disparition, le 20 janvier, il a réessayé de lui écrire. Et là encore, une réponse est arrivée, depuis son numéro, alors qu'elle était déjà morte. Le doute s'est transformé en certitude lorsque la famille a visionné les vidéos de surveillance autour du bureau de Luz Maria. On y voyait la voiture de Jorge, mais jamais Luz Maria n'en sortait. Jamais. Une tante de la jeune femme a aussi été appelée à témoigner. Elle a raconté que Jorge n'avait participé à aucune des recherches dans la zone 2, ni aux fouilles autour de leur propre quartier. Zéro implication, zéro empathie. La Fiscalia, elle, a présenté plusieurs témoins protégés. L'un d'eux, identifié comme témoin A déclaré que Luz Maria avait peur de Jorge. Et ce n'était pas qu'une intuition. Il l'avait menacée. Il lui avait dit que si elle le quittait, il la découperait en morceaux pour les jeter dans un fossé. Oui, on est là. Les témoignages ont dressé un portrait glaçant. Luz Maria a été victime de violences économiques, physiques et psychologiques. Une triple peine. Des captures d'écran ont également été projetées. Dans l'un des messages, Luz Maria écrivait à Jorge « Je t'aime, même si tu es capable de me tuer ». Et Jorge, tranquille, lui avait répondu « Je prends soin de ce qui m'appartient ». Le poison, avec le sourire. Le 13 septembre 2022, un autre témoin clé a pris la parole. Le docteur Rodrigo Mendes, médecin légiste de l'Institut national des sciences forensiques. C'est lui qui avait examiné Jorge, juste entre la disparition et la découverte du corps. Il a constaté des marques de coups sur les bras, les mains, le torse. Des blessures compatibles, selon lui, avec une tentative de défense de la part de Luz Maria. Les images de cet examen avaient été filmées par le ministère public lors d'une perquisition. Preuve vidéo à l'appui. Fin septembre 2022, les caméras de surveillance ont été décortiquées. Les dernières images de Luz Maria vivante datent du 19 janvier. À 15h34, elle descend d'un véhicule bleu côté passager. On la voit entrer au siège du ministère public. Elle en ressort à 16h15 et remonte dans la voiture. Plus tard, le véhicule arrive à la résidence. Jorge sort, fait un signe en direction de la voiture et Luz Maria, visiblement contrainte, prend le volant pour franchir la barrière. Dernière image claire. Jorge entre avec sa fille dans les bras. La voiture reste là, immobile derrière la grille. Après ça, le noir. Le lendemain, le véhicule est aperçu à plusieurs reprises dans différents quartiers. Il s'arrête devant le Mena, puis repart. Se promène. Traîne autour des rues. Aucun passager ne descend. Mais le GPS parle. La défense, elle, a continué à jouer sa partition. Elle a qualifié toutes les preuves de non valides. Ils ont osé dire qu'il n'y avait aucun témoin direct, qu'il n'existait aucune plainte officielle contre Jorge, et même les images, insignifiantes selon eux, car 7 autres voitures circulaient ce jour-là dans la zone 2. Quelle audace! Ils sont même allés jusqu'à affirmer que le coffre du véhicule n'aurait pas pu contenir le corps, comme si une erreur de calcul pouvait effacer un meurtre. Le procureur Ordóñez, lui, n'a pas flanché. Il a exigé la peine maximale, car Jorge ne s'était pas contenté de tuer. Il avait tué devant sa fille, une fillette de 3 ans. 3 ans. Et c'est elle qui a tout vu. Dans les jours précédant le verdict, le tribunal a présenté les preuves matérielles, le plastique qui avait servi à envelopper le corps, des masques, la corde. Et Ada a décidé de briser le silence. Devant les caméras, elle a diffusé un audio, la voix de sa petite fille, une enfant de 3 ans brisée. D'abord,
il l'a tuée, puis il l'a poignardée, puis il l'a brûlée. Et la petite ajoutait « Il l'a brûlée, il l'a vraiment brûlée ». Ada a conclu « J'ai 9 enregistrements, je les ai gardés, parce que ça me déchire, et je veux que cet homme entende ce qu'il a fait à sa fille. » Et George, il a pris la parole, lui aussi. « Je ne suis pas un meurtrier, je veux retrouver ma fille. » L'ironie glaciale. Le 11 octobre 2022, le verdict est tombé. George a été reconnu coupable du meurtre de Luz Maria, 50 ans de prison, peine incompressible, aucune remise possible. Le jugement, rendu à l'unanimité par les juges Carlos Humberto Pacay, Ana Margarita Leonardo et Héctor José Rosales, a été clair. Jorge avait étranglé Luz Maria chez eux. Il lui avait versé de l'essence alors qu'elle respirait encore. Il avait tenté de la brûler vive. La sentence s'est appuyée sur 264 preuves documentées, 17 témoins, 27 experts, 22 jours d'audience. À l'annonce de la décision, Ada a exprimé un soulagement amer. La justice avait parlé. Enfin, mon unique moteur, c'est ma petite fille. On va tourner la page, on va reconstruire. Byron, le père de Luz Maria, a résumé l'absurde tragédie. Cet homme avait promis d'aimer, de respecter, de protéger notre fille. Il l'a tuée devant leur enfant. Le 13 octobre a eu lieu l'audience de réparation. Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnisation morale et matérielle pour la famille. Des mesures ont été ordonnées. Une plaque commémorative sur le lieu du crime. Une bourse d'études pour la petite Alice. Une prise en charge psychologique par l'Institut de la victime. Car cette histoire ne s'est pas seulement terminée par un meurtre, elle a laissé une enfant sans mère et sans père. Et ce n'est pas un détail. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.